vengeance. 7 questions apparemment innocentes. C'est tout ce qu'il a fallu pour que ma femme pense qu'elle pouvait détruire ma vie. Mais voilà ce qu'elle n'avait pas prévu. Je suis marié avec elle depuis 8 ans. Et je sais quand elle est en chasse. Ça a commencé un mercredi matin pendant que je me préparais pour le travail. Elle est entrée dans la salle de bain avec ce ton faussement décontracté qu'elle utilise quand elle veut quelque chose. « Chérie, comment s'appelle ce compte d'investissement dont tu as parlé le mois dernier ?» J'ai fait une pause au milieu de mon rasage. En 8 ans de mariage. Elle ne m'avait jamais demandé une seule fois des détails sur mes investissements. Elle levait généralement les yeux au ciel chaque fois que je parlais finances. « Pourquoi tu demandes ça ?»« Oh, juste par curiosité. J'ai pensé qu'on devrait être plus impliqué dans les affaires financières de l'autre. Tu sais, quelque chose clochait. Mais j'ai répondu quand même. Fidélité. Le compte qui se termine par 482. Elle a hoché la tête, mais j'ai vu qu'elle prenait mentalement des notes. Cette petite pause où elle range l'information, je l'avais vue 1000 fois quand elle mémorisait des listes de courses ou préparait des surprises. 2 jours plus tard, pendant le dîner à notre endroit habituel du vendredi, elle a frappé à nouveau. « C'est quoi ton identifiant de connexion au travail déjà ? J'aurais peut-être besoin d'accéder à tes emails en cas d'urgence. » Cette fois, j'ai posé ma fourchette. Urgence comme quoi ? Je sais pas. Et si quelque chose t'arrive ? Je devrais savoir ces choses-là. L'inquiétude dans sa voix méritait un Oscar. Mais son timing était nul. 8 ans ensemble. Et soudain, elle s'inquiète de l'accès en urgence. C'est le même mot de passe que j'utilise pour tout depuis l'université. D'accord. Mais c'est quoi exactement ? Je l'ai regardé longuement. Strongarm, mon ancien ICEF. Elle a souri de ce sourire travaillé et a changé de sujet pour parler de sa journée au travail. Mais j'ai remarqué à quelle vitesse elle passait à autre chose. Comme si elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Au cours de la semaine suivante, les questions ont continué. Toujours décontractées. Toujours enveloppées d'inquiétude ou de curiosité. Quelle banque on utilise pour l'hypothèque déjà ? Tu as toujours ce coffre-fort. C'est quoi le nom de notre comptable ? Je devrais avoir son numéro. Chaque question ressemblait à un coup aux échecs. Et je commençais à voir l'échiquier. Elle ne recueillait pas juste des informations. Elle cartographiait tout mon paysage financier. La révélation est venue un mardi soir. Je regardais le match quand elle s'est assise avec son ordinateur portable, essayant d'avoir l'air détendu. Question rapide. C'est quoi ton numéro de sécurité sociale ? Je remplis des trucs pour l'assurance. C'est là que ça a fait tilt. Pas à cause de la question en elle-même, mais à cause de ce que j'avais observé. Elle notait des choses dans un petit carnet qu'elle gardait dans son sac à main, le même carnet dont elle était devenue protectrice ces derniers temps, Peggy. Le fermant rapidement chaque fois que je passais à proximité. Des trucs pour l'assurance. Ouais, pour l'assurance vie. J'ai pensé qu'il était temps qu'on prenne ça au sérieux. Je me suis enfoncé dans mon fauteuil en étudiant son visage. Quelle compagnie ? Oh, c'est juste de la recherche préliminaire. Je compare les options. Recherche préliminaire. Bien sûr, je parierais tout que ce carnet contenait plus que de la recherche sur l'assurance. Mon numéro de sécurité sociale est le même que celui que je t'ai donné quand on s'est marié. Tu devrais l'avoir quelque part. Son visage s'est crispé pendant 1 seconde. Bien sûr, je me souviens juste plus où je l'ai mis. Cette nuit-là, après qu'elle soit allée se coucher, j'ai fait ma propre recherche préliminaire. L'historique de son ordinateur était édifiant. Des recherches sur la division des biens matrimoniaux, la preuve de mauvaise conduite financière et la collecte de preuves pour un divorce. Mais la vraie perle, c'était son journal d'appels récents. 3 appels à un cabinet d'avocats au cours des 2 dernières semaines. Je suis resté assis dans le noir, reliant les points. 7 questions stratégiques conçues pour lui donner des munitions pour ce qu'elle préparait. Le compte d'investissement, les mots de passe du travail, les infos bancaires, le coffre-fort, les détails du compte, le numéro de sécurité sociale. Elle construisait un profil financier complet. La question était, qu'est-ce qu'elle prévoyait d'en faire ? J'ai souri dans l'obscurité. Elle pensait jouer aux échecs pendant que je jouais aux dames. Mais voilà ce qu'elle n'avait pas réalisé. J'observais ses mouvements depuis le début, et je préparais déjà ma réponse. 2 pouvaient jouer à ce jeu, sauf que je n'allais pas jouer selon ses règles. Le lendemain matin, j'ai agi de manière complètement normale. J'ai fait le café, je l'ai embrassée pour lui dire au revoir. Je suis allé au travail comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Maintenant, je savais exactement quel genre de guerre elle préparait. Et j'allais m'assurer de la gagner avant même qu'elle ne réalise que la bataille avait commencé. La beauté de connaître quelqu'un depuis 8 ans, c'est que tu reconnais ses schémas. Et le schéma de ma femme devenait clair comme de l'eau de roche. J'ai commencé à tout documenter. Chaque question, chaque conversation, chaque comportement étrange. Ce que j'ai découvert était plus systématique que je ne l'avais pensé initialement.
Elle ne pêchait pas des informations au hasard. Elle suivait une liste de contrôle. D'abord, elle avait cartographié mes sources de revenus, puis elle était passée aux actifs et aux investissements. Maintenant, elle travaillait sur les points d'accès, les mots de passe, les numéros de compte, les documents légaux. Un jeudi matin, j'ai décidé de tester ma théorie. Je pense à déplacer de l'argent. Je l'ai dit décontracté au petit déjeuner, peut-être consolider quelques comptes. Sa tête s'est redressée de son téléphone plus vite qu'un faucon repérant une proie. Quel compte? Juste des trucs d'épargne anciens. Rien de majeur. Elle a essayé d'avoir l'air désintéressée. Mais je voyais les rouages tourner. Eh bien, ne fais rien de précipité. Peut-être qu'on devrait en discuter d'abord. Depuis quand voulait-elle discuter de mes décisions financières, la femme qui m'avait dit un jour que les budgets étaient ennuyeux et que je gérais l'argent mieux qu'elle? Bien sûr. J'ai dit, j'attendrai. Cet après-midi-là, j'ai pris une longue pause déjeuner et j'ai rendu visite à mon pote qui travaille en sécurité informatique. J'ai appelé pour une faveur. J'ai besoin que tu vérifies si quelqu'un a essayé d'accéder à mon email professionnel depuis un endroit extérieur. Il a sorti les journaux. Quelqu'un a essayé de se connecter 3 fois la semaine dernière avec tes identifiants. Adresse IP différente à chaque fois. Tu veux que je trace? Pas besoin, je sais exactement qui c'était. Les pièces se mettaient en place. Elle avait mon mot de passe. Mais elle ne pouvait pas accéder au compte à distance à cause des protocoles de sécurité de l'entreprise. Ses tentatives échouées devaient l'avoir frustrée. Ce soir-là, elle a essayé une approche différente. J'ai parlé à ma sœur aujourd'hui, et elle a mentionné que son amie a vécu un divorce chaotique parce que son mari avait caché des actifs. Je n'ai même pas levé les yeux de mon dîner. C'est malheureux. Elle a dit que les femmes devraient toujours connaître les finances de leur mari. Juste au cas où? Au cas où quoi? Elle a haussé les épaules avec une innocence travaillée. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mort, invalidité, divorce. La façon dont elle a dit divorce, comme si c'était juste une possibilité parmi d'autres au lieu de l'événement principal qu'elle préparait. Heureusement que tu me fais confiance. J'ai dit, en la regardant directement dans les yeux. Son sourire a vacillé un instant. Bien sûr que je te fais confiance. Mais ce n'était pas une question de confiance. C'était de la reconnaissance. Pendant le week-end, pendant qu'elle était à son cours de yoga, j'ai fait ma propre reconnaissance. Son ordinateur était protégé par un mot de passe, mais elle n'avait jamais changé celui du nom de son animal de compagnie et de son année de naissance. L'historique de son navigateur racontait toute l'histoire. Au-delà de la recherche sur le divorce que j'avais déjà trouvé, elle avait plongé en profondeur dans la protection des actifs, les allégations de mauvaise conduite financière. Et quelque chose qui m'a glacé le sang, collecte de preuves d'abus émotionnels. Elle construisait un dossier qui allait bien au-delà de l'argent. Elle préparait à me peindre comme financièrement manipulateur et émotionnellement abusif. Mais la vraie preuve irréfutable était dans ses brouillons d'emails. Un message à moitié écrit à son amie avocate demandant des situations hypothétiques où une femme pourrait avoir besoin de se protéger financièrement d'un mari contrôlant. Mari contrôlant. Ces riches venant de quelqu'un qui documentait secrètement chaque mouvement financier que je faisais. J'ai pris des captures d'écran de tout et les ai sauvegardées sur un disque sécurisé. Si elle voulait jouer au jeu des preuves, j'allais m'assurer d'avoir de meilleures preuves qu'elle. Le lundi matin a apporté la question numéro 8. Bien qu'elle essayait d'être plus subtile maintenant, j'organise nos papiers. Où est-ce que tu gardes l'acte de propriété de la maison? Coffre-fort. Au même endroit depuis 3 ans. D'accord? Et c'est à quelle succursale déjà? Elle savait déjà quelle succursale. Elle était allée à ce coffre avec moi 2 fois. C'était juste une confirmation pour ses notes. L'emplacement du centre-ville. Quoi? Je veux juste m'assurer d'avoir toutes les formations écrites quelque part en sécurité. En sécurité. De quoi? De moi. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon avocat, pas pour des procédures de divorce. Pour une protection. J'ai besoin de documenter un comportement suspect. Je lui ai dit, et je veux m'assurer que tous mes actifs sont correctement documentés et protégés. Vous anticipez des procédures de divorce. J'anticipe une tentative de manipuler des procédures de divorce par des allégations fausses et des preuves fabriquées. Il m'a fixé un rendez-vous pour plus tard dans la semaine. Des conseils professionnels allaient être cruciaux parce que ce qu'elle préparait était plus grand que juste diviser des actifs. Ce soir-là, elle a fait son mouvement le plus agressif jusqu'à présent. J'ai pensé qu'on devrait ouvrir un compte d'investissement commun, mettre en commun nos ressources, faire de plus gros investissements ensemble. Ce n'était pas à propos d'investissements communs. C'était à propos d'obtenir un accès légal à des fonds qu'elle pourrait bloquer en litige. C'est une idée intéressante. J'ai dit, laisse-moi y réfléchir. Sa frustration était à peine contenue. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? On est mariés. On devrait construire notre richesse ensemble. On construit notre richesse ensemble. On a un compte chèque commun.
épargne commune. Et on contribue tous les deux au ménage. Mais tes comptes d'investissement sont séparés. Comme les tiens, je n'ai pas de compte d'investissement. Tu pourrais en avoir? Je t'ai proposé de t'aider à en créer plusieurs fois. Elle s'est tue, parce que ce n'était pas à propos de construire la richesse ensemble. C'était à propos d'obtenir l'accès à ce que j'avais déjà construit. Pendant que je la regardais traiter ma réponse, j'ai réalisé quelque chose d'important. Elle pensait que j'étais inconscient de son enquête. Elle croyait que sa performance marchait. Mais je n'étais pas juste conscient de ce qu'elle faisait, j'étais 3 étapes devant son plan. Et demain, j'allais commencer à implémenter ma propre stratégie. Le rendez-vous avec mon avocat a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Elle ne préparait pas juste un divorce, elle préparait un assassinat financier. D'après ce que vous avez décrit, a-t-il dit, elle recueille des informations pour soit revendiquer des actifs cachés, soit fabriquer un dossier pour mauvaise conduite financière. L'angle de l'abus émotionnel suggère qu'elle construit un récit qui lui donnerait un levier dans les négociations de règlement. Je me suis enfoncé dans le fauteuil de son bureau. Combien de temps j'ai avant qu'elle ne passe à l'action? Difficile à dire. Mais si elle est aussi méthodique, elle attend probablement d'avoir assez de munitions pour garantir un résultat favorable. Ça me donnait du temps pour construire mon propre dossier. Et contrairement à elle, je n'allais pas compter sur la tromperie. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, elle était dans la cuisine avec un verre de vin et ce carnet. Dès qu'elle m'a vu, il a disparu dans son sac à main. Comment était le travail? Elle a demandé avec ce sourire travaillé. Productif. Et ta journée? Oh, tu sais, le train-train. J'ai déjeuné avec ma sœur. Sa sœur vivait à Portland. Elle ne s'était pas parlé depuis des mois. C'est sympa. De quoi vous avez parlé toutes les deux? Juste des trucs de famille. Des discussions de filles. J'ai hoché la tête et pris une bière du frigo. Pendant que je l'ouvrais, j'ai remarqué qu'elle observait chacun de mes mouvements. La façon dont je tenais la bouteille. Où je la posais. Comment je m'installais dans mon fauteuil. Elle m'étudiait comme un scientifique observant un rat de laboratoire. En fait, elle a dit, en s'installant dans le fauteuil en face de moi, elle a soulevé quelque chose d'intéressant. Son amie avocate a mentionné que les couples devraient documenter les dynamiques de leur relation. Tu sais, pour une protection légale. Protection légale contre quoi? Eh bien, au cas où un partenaire devienne difficile pendant une séparation. J'ai failli rire. L'ironie était parfaite. Définie difficile. Elle a pris une gorgée prudente de vin. Tu sais, manipulateur financièrement, contrôlant émotionnellement. Ce genre de choses. Et l'amie avocate de ta sœur a recommandé de documenter ça. Elle a dit que c'était juste une préparation intelligente. Pas qu'on en aurait besoin un jour. Mais elle le faisait déjà. Ce carnet n'était pas juste des infos financières. C'était des observations comportementales, documentant des conversations, construisant un profil de moi comme un mari contrôlant. Ça semble être un bon conseil. J'ai dit, peut-être que je devrais commencer à documenter des choses moi aussi. Son verre de vin s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. Qu'est-ce que tu documenterais? Oh, juste les dynamiques de la relation, les schémas de communication, les discussions financières. La couleur s'est légèrement retirée de son visage. Ça semble inutile, mais tu viens de dire que c'était une préparation intelligente. Elle a ri, mais ça sonnait forcé. Je veux dire, pour les gens qui ont vraiment des problèmes dans leur mariage, exact. Heureusement qu'on n'en a pas cette nuit-là. Elle espacez moi des tactiques plus directes. J'ai réfléchi à nos finances dernièrement. Elle a dit pendant qu'on se préparait pour le coucher, j'ai réalisé que je ne sais pas grand-chose sur tes comptes de retraite. Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Juste des trucs basiques. Combien tu as économisé? Quels sont les apports mensuels? S'il y a des prêts contre eux? Ce n'était pas de la curiosité. C'était un inventaire. J'apporte le maximum que mon employeur match. Le solde fluctue avec le marché. Mais quel est le solde approximatif? J'ai arrêté de me brosser les dents. Pourquoi tu as besoin de savoir? J'ai pas besoin de savoir. Je veux savoir. On est censé être des partenaires. Partenaires. C'est riche venant de quelqu'un qui construisait secrètement un dossier légal contre moi. Le dernier relevé montrait environ 250 000. Ses yeux se sont illuminés un instant avant qu'elle ne se reprenne. C'est plus que ce que j'attendais. J'apporte depuis 15 ans et le marché a été bon. Elle a hoché la tête pensivement, trop pensivement. Et ton 401K de ton boulot précédent, tu l'as transféré. Maintenant, elle pêchait pour des comptes que j'aurais pu oublier de mentionner. À la recherche d'actifs cachés qui n'existaient pas, transférés dans le compte actuel il y a des années. Et il n'y a pas d'autre compte de retraite. IRA, CEP, rien de tout ça. Juste le 81K et un petit Roth IRA avec environ 30 000. Je pouvais pratiquement voir sa calculatrice mentale travailler. Elle additionnait les actifs, probablement en calculant sa part potentielle. Le lendemain matin a apporté la question la plus agressive jusqu'à présent.
Je veux voir nos déclarations d'impôts des 3 dernières années. Ce n'était pas une demande. C'était une exigence déguisée en transparence maritale. Elles sont dans le classeur. Tu y as toujours eu accès. Je sais, mais je veux les examiner vraiment, comprendre mieux notre situation fiscale. Elle voulait les éplucher à la recherche de revenus non déclarés ou de déductions cachées, à la recherche de preuves de mauvaise conduite financière qui n'existaient pas. Vas-y. Bien que je devrais mentionner que notre comptable garde des copies de tout si tu veux. L'image complète. Son visage s'est éclairé. C'est une bonne idée. Peut-être qu'on devrait fixer un rendez-vous avec lui ensemble. Un rendez-vous où elle pourrait poser des questions sondantes sous le couvert d'être une épouse impliquée. Bien sûr, je l'appellerai, mais je n'appellerai pas pour fixer un rendez-vous commun. Je l'appellerai pour le prévenir de ce qui se passait vraiment. Cet après-midi-là, pendant qu'elle était sortie faire des courses, j'ai eu une conversation franche avec notre comptable. Elle construit un dossier pour le divorce. Je lui ai dit qu'elle va essayer de me peindre comme cachant des actifs ou manipulant les finances. Est-ce que vous cachez des actifs ? Vous préparez nos impôts depuis 5 ans. Vous savez exactement ce que j'ai et d'où ça vient. Alors vous n'avez rien à craindre. Tout est documenté et légitime. Ce n'est pas la question. Elle ne cherche pas de vraie mauvaise conduite. Elle cherche n'importe quoi qui peut être tordu pour ressembler à une mauvaise conduite. Il a compris immédiatement. Je documenterai notre conversation et m'assurerai que tous nos dossiers sont complets et organisés. Quand elle est rentrée ce soir-là, son attitude avait changé. Elle semblait plus confiante, plus agressive. J'ai fixé ce rendez-vous avec le comptable. Elle a annoncé vendredi à 14 heures. Je n'ai pas encore parlé avec lui. J'ai appelé directement. Je lui ai dit qu'on voulait examiner notre situation financière ensemble. Elle m'avait contourné complètement. C'était soit de la désespération, soit la confiance qu'elle était proche d'avoir tout ce qu'il lui fallait. Bonne idée. J'ai dit, ce sera bien d'avoir tout étalé clairement. Elle a souri. Mais il y avait quelque chose de prédateur maintenant, comme si elle pensait se rapprocher de sa proie. Mais ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est que chaque question, chaque conversation, chaque mouvement agressif était documenté par quelqu'un de bien plus expérimenté dans la collecte de preuves qu'elle. Le rendez-vous avec le comptable aurait lieu, mais il n'allait pas se passer comme elle l'attendait. Le rendez-vous avec le comptable était vendredi à 14 heures. Jeudi soir, j'avais tout en place pour ce que je savais être sa dernière session de collecte d'informations. J'avais passé la semaine à construire discrètement mon propre dossier, relevés bancaires organisés, dossiers d'investissement compilés, journaux de communication documentés, mais plus important, j'ai découvert l'étendue complète de son opération. Elle avait été négligente. 3 appels de plus au cabinet d'avocats, plus une consultation avec un détective privé qu'elle avait payé avec notre carte de crédit commune. Apparemment, elle avait engagé quelqu'un pour vérifier les informations qu'elle collectait. Le détective privé avait trouvé exactement ce que j'attendais qu'il trouve. Rien. Pas de compte caché. Pas d'actifs secrets. Pas de mauvaise conduite financière. Parce qu'il n'y en avait pas, mais ça n'importait pas pour son plan. Elle ne cherchait pas de vrais méfaits. Elle construisait un récit, jeudi soir. Elle a fait sa tentative la plus transparente jusqu'à présent. J'ai réfléchi à notre conversation avec le comptable demain. Elle a dit pendant le dîner, « Je veux m'assurer de poser les bonnes questions. J'y bise, les bonnes questions. Comme, eh bien, je veux comprendre notre tableau financier complet. Toutes les sources de revenus, tous les actifs, toutes les dettes. » Elle a sorti une liste manuscrite. En fait, elle a apporté des notes au dîner comme si c'était une réunion d'affaires. Je veux aussi savoir sur d'éventuelles affaires que tu pourrais avoir dont je ne suis pas au courant. Affaires. Tu sais, investissement secondaire. Travail de consultant. N'importe quoi qui pourrait générer des revenus qui n'apparaissent pas sur nos relevés réguliers. Elle pêchait pour des revenus non déclarés. À la recherche d'évasion fiscale ou de flux de revenus cachés. Je n'ai pas d'investissement secondaire ni de travail de consultant. Jamais et Son stylo a plané au-dessus de son bloc-notes. Mais si tu en avais, tu me le dirais. Hein ? Si j'en avais, ça apparaîtrait sur nos déclarations d'impôts, que tu as examinées 3 fois cette semaine. Elle avait étudié ces déclarations comme si c'était des parchemins anciens contenant des secrets cachés, à la recherche de discrépances qui n'existaient pas. D'accord, bien sûr. Je veux juste être thorough. Thorough, c'est un mot pour ça. Je veux aussi discuter de nos polices d'assurance. Elle a continué, assurance vie, invalidité, tout ça. Maintenant, on arrivait au cœur du sujet. Elle voulait savoir exactement ce à quoi elle aurait droit si quelque chose m'arrivait. Ou si elle faisait en sorte que quelque chose m'arrive par des procédures légales. Nos polices n'ont pas changé depuis 3 ans. Même bénéficiaire, même montant de couverture. Mais je devrais mieux comprendre les détails. Qu'est-ce qui se passe si notre situation change ? Notre situation.
Elle ne pouvait même pas dire le mot divorce à voix haute. Si on divorce. Tu veux dire? Elle a tressailli légèrement. Eh bien, oui, je veux dire, c'est toujours bien de savoir ces choses. Si on divorce, tu dois prendre ta propre police d'assurance vie. La mienne reviendrait à mes parents comme bénéficiaire. La façon dont son visage est tombé m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle comptait sur cette assurance vie comme partie de son calcul de règlement. Vendredi matin est arrivé, et elle était plus nerveuse que je ne l'avais vue depuis des mois. Elle vérifiait constamment son carnet, ajustait ses questions, répétait ce qu'elle allait dire. Je pense que ce rendez-vous est vraiment important pour notre relation. Elle a dit pendant qu'on roulait vers le bureau du comptable, la transparence financière est cruciale pour la confiance. Confiance. Venant de quelqu'un qui documentait secrètement mon comportement et consultait des avocats de divorce. Absolument. J'ai acquiescé. Transparence complète. Le rendez-vous a commencé exactement comme je m'y attendais. Elle est venue armée de sa liste de questions, prête à conduire un audit financier approfondi déguisé en communication maritale. On veut s'assurer de comprendre notre tableau financier complet. Elle a dit au comptable, tous les revenus, tous les actifs, toutes les responsabilités potentielles. Il a sorti les dossiers que je lui avais demandé de préparer, chaque document parfaitement organisé, chaque transaction comptabilisée, chaque source de revenus clairement documentée, pendant l'heure suivante. Elle a posé chaque question vers laquelle elle avait construit. Vérification des revenus, confirmation des actifs, analyse des dettes, revue de conformité fiscale. Le comptable a répondu à chaque question avec une minutie professionnelle, fournissant de la documentation pour tout, relevé bancaire, dossier d'investissement, vérification d'emploi, déclaration fiscale. À la fin de la session, elle avait un profil financier complet. Tout ce qu'elle pensait avoir besoin pour son dossier légal, ce qu'elle n'avait pas, c'était de preuves de méfaits, parce qu'il n'y en avait pas. En sortant du bureau, je pouvais voir sa frustration. C'était vraiment utile. Elle a dit, mais son ton suggérait le contraire. Très approfondi. J'ai acquiescé. Maintenant, on sait tous les deux exactement où on en est financièrement. Ce soir-là, elle a fait ce que je savais être sa dernière tentative. Je veux te demander quelque chose directement. Elle a dit pendant qu'on était assis dans le salon, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Bien sûr, est-ce que tu me caches quelque chose financièrement, émotionnellement, n'importe quoi? C'était ça, sa 7e question, celle conçue pour soit me piéger dans une admission, soit créer un moment qu'elle pourrait plus tard prétendre trompeur. Je l'ai regardée directement dans les yeux. Je ne te cache rien. Chaque actif, chaque source de revenus, chaque décision financière a été transparente et documentée. Elle a étudié mon visage, cherchant des signes qui n'existaient pas, et tu n'as jamais fait rien qui pourrait être problématique. Si ça venait à la lumière, définis problématique. N'importe quoi qui pourrait paraître mauvais, n'importe quoi qui pourrait être mal interprété. Elle espérait que j'admette quelque chose d'innocent qu'elle pourrait tordre plus tard en preuve de mes faits. Je n'ai jamais rien fait d'illégal, d'immoral ou de trompeur concernant nos finances ou notre relation. Ses épaules se sont affaissées légèrement. Après des semaines d'enquête, elle était revenue bredouille. Mais je n'avais pas fini. Maintenant, j'ai une question pour toi. J'ai dit calmement. Sa tête s'est redressée. Quoi? Pourquoi est-ce que tu documentes nos conversations et consultes des avocats de divorce? La couleur s'est complètement retirée de son visage. Sa bouche s'est ouverte et fermée sans son. Hein? De quoi tu parles? Je parle du carnet que tu gardes dans ton sac à main, celui où tu notes tout ce que je dis sur les finances. Je parle des 3 appels à Peterson. Williams, un associate, je parle du détective privé que tu as engagé la semaine dernière. Elle est restée figée, comme un cerf dans les phares. Je parle de l'historique de ton navigateur plein de recherches sur la division des actifs et les allégations d'abus émotionnels. Je parle du brouillon d'email à ton amie avocate demandant des situations hypothétiques impliquant des maris contrôlants. Sa respiration est devenue superficielle et rapide. Alors voilà ma question. J'ai continué, en me penchant légèrement en avant. Est-ce que tu prévoyais de divorcer en utilisant des preuves fabriquées de mauvaise conduite financière et d'abus émotionnels? Ou est-ce que tu prévoyais quelque chose de plus ambitieux, comme me faire arrêter sur de fausses accusations? Elle s'est levée brusquement, renversant son verre de vin. Tu as fouillé dans mes affaires privées? J'ai protégé moi-même contre quelqu'un qui construisait un dossier contre moi en utilisant nos conversations maritales comme preuve. Je n'ai pas. Tu as documenté cette question stratégique conçue pour recueillir des informations pour des procédures légales. Tu as recherché comment prouver une mauvaise conduite financière. Tu as consulté des avocats et des détectives privés. Tu as préparé des allégations d'abus émotionnels. Son visage était passé du pâle au rouge écarlate. Elle était prise et elle le savait. La seule question restante. J'ai dit,
en me levant pour lui faire face. C'est si c'était juste une préparation au divorce ou si tu prévoyais de me faire accuser criminellement de quelque chose que je n'ai pas fait. Elle m'a fixé pendant un long moment. Et je pouvais l'avoir calculé. Essayer de comprendre combien j'en savais vraiment par rapport à ce que je devinais. Mais ces mots suivants m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur jusqu'où elle était prête à aller. Elle m'a regardé avec un mélange de rage et de désespoir. Et quand elle a parlé, sa voix était complètement différente. L'acte de l'épouse douce et inquiète avait disparu, remplacé par quelque chose de froid et calculateur. Tu te crois si intelligent. Hein? Assez intelligent pour voir à travers tout ça. Elle a ri, mais ce n'était pas agréable. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu as trébuché. Alors éclaire-moi. Elle s'est dirigée vers la fenêtre, ses mains tremblant légèrement. Quand elle s'est retournée, son visage s'était durci en quelque chose que je reconnaissais à peine. Tu veux savoir ce que je faisais vraiment? D'accord. Je construisais un dossier qui t'aurait mis en prison pour violence domestique et abus financiers. Les mots ont frappé comme un coup physique. Basé sur quoi? Je ne t'ai jamais touché. Je n'ai jamais contrôlé ou manipulé nos finances. Basé sur ce que j'avais besoin de baser dessus, la façon décontractée dont elle l'a dit était terrifiante. Elle admettait planifier de fabriquer des preuves pour de graves accusations criminelles. J'avais tout prévu. Elle a continué, sa voix gagnant en confiance pendant qu'elle parlait, abus émotionnels documentés sur des mois de conversation. Manipulation financière prouvée par ton comportement secret sur les investissements. Menaces escaladantes qui me faisaient craindre pour ma sécurité. Rien de tout ça n'est arrivé. Peu importe ce qui est arrivé. Ce qui compte, c'est ce que je pouvais prouver qui était arrivé. Elle confessait une conspiration pour commettre une fraude. Déposer de faux rapports de police et parjure. Tous des crimes graves. Le détective privé allait témoigner que tu avais caché des actifs de moi. L'avocat allait présenter des preuves que tu m'avais menacées quand j'ai questionné nos finances. Des preuves qui n'existent pas. Des preuves que je créais. Elle l'a dit comme si c'était la chose la plus raisonnable au monde. Comme si fabriquer des accusations criminelles était juste une activité du mardi. Tu vois, j'ai fait mes devoirs. Les affaires de violence domestique avec des composantes financières obtiennent des règlements qui peuvent dépasser 50% des actifs. Plus une pension alimentaire, plus une compensation pour la victime. Et si tu allais en prison, j'aurais tout. Le calcul dans sa voix était glaçant. Ce n'était pas une vengeance émotionnelle, c'était un plan d'affaires. Mais alors tu as dû être malin. Hein? Tu as dû commencer à faire attention. Elle s'est approchée, et pour la première fois dans notre mariage, je me suis senti genuinement menacé par sa présence. Alors maintenant quoi? J'ai demandé. Maintenant je dois accélérer le calendrier. Ce qui signifie, elle a souri. Et c'était la chose la plus perturbante que j'ai jamais vue. Ce qui signifie demain, je dépose une ordonnance restrictive en prétendant que tu m'as menacé ce soir quand je t'ai confronté sur les comptes cachés. Rapport de police suit lundi, alléguant des mois d'abus escaladants. Papier de divorce déposé mardi avec des preuves de mauvaise conduite financière et de violence domestique. Elle avait tout prévu. Une destruction complète de ma vie exécutée sur 5 jours. La beauté de la chose. Elle a continué. C'est qu'une fois les allégations déposées, ta réputation est détruite que tu sois condamné ou non. Ton boulot, tes finances, ta liberté, tout parti. Je l'ai fixée, voyant enfin qui elle était, vraiment sous 8 ans de mariage. Elle ne préparait pas juste à me divorcer. Elle préparait à me détruire complètement. Mais elle avait fait une erreur cruciale. Elle avait révélé l'étendue complète de son plan. C'est une stratégie impressionnante. J'ai dit calmement. Juste un problème avec ça. C'est quoi? Tu confesses une conspiration pour commettre une fraude? Déposer de faux rapports de police. Parjure. Et tentative d'extorsion. Son expression confiante a vacillé légèrement. C'est ta parole contre la mienne. En fait, c'est ta parole contre un enregistrement. Son visage est devenu complètement blanc. Quel enregistrement? J'ai sorti mon téléphone, qui enregistrait depuis le moment où elle avait commencé sa confession. Cet enregistrement, celui où tu viens d'admettre planifier de fabriquer des accusations criminelles contre moi pour gain financier. Elle s'est jetée sur le téléphone. Mais j'avais déjà reculé et uploadé le fichier sur le cloud. Tu ne peux pas enregistrer quelqu'un sans son consentement. En fait, dans cet état, je peux enregistrer n'importe quelle conversation dont je fais partie. Loi sur le consentement d'une partie. Ses mains tremblaient maintenant, et je pouvais voir la panique s'installer alors qu'elle réalisait ce qu'elle venait de faire. Tu m'as piégé. Je t'ai posé une simple question. Tu as choisi de confesser plusieurs crimes graves. Elle s'est effondrée dans le fauteuil, le poids de sa situation la frappant enfin. Mais voilà ce que je veux vraiment savoir. J'ai dit, en m'asseyant en face d'elle. Est-ce que tu prévoyais ça depuis le début, ou est-ce que tu as décidé de détruire ma vie à un moment donné? Elle m'a regardé avec une haine pure
J'ai planifié ça depuis notre deuxième anniversaire. 600. Elle avait planifié de me ruiner pendant 6 ans de mariage, les questions, la documentation, la recherche légale. Tout ça construisait vers ce moment, j'attendais juste le bon moment pour appuyer sur la gâchette. Et qu'est-ce qui a fait de ce moment, le bon? Tu as eu cette promotion l'année dernière, plus gros salaire, meilleurs avantages retraite. Ça rendait le paiement plus rentable. Elle avait attendu que me détruire soit le plus profitable pour elle, plus j'avais besoin de temps pour construire un dossier convaincant. Les allégations d'abus sont plus crédibles s'il y a un schéma documenté sur le temps. Un schéma que tu as complètement fabriqué, un schéma que j'ai soigneusement construit. La façon clinique dont elle discutait de détruire ma vie était plus perturbante que sa colère ne l'avait été. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle a demandé « Maintenant tu as un choix ». Elle a levé les yeux, l'espoir vacillant dans ses yeux. Tu peux faire tes valises et partir ce soir. Signer les papiers de divorce acceptant une procédure sans contestation avec division minimale des actifs et espérer que je ne remette pas cet enregistrement à la police. Et si je ne le fais pas? Si tu ne le fais pas? J'appelle la police tout de suite et te fais arrêter pour conspiration pour commettre une fraude. Tentative d'extorsion et planification de déposer de faux rapports de police, puis je joue cet enregistrement à quiconque voudra l'écouter, en commençant par ton employeur et en finissant par chaque avocat en ville. Son visage s'est effondré alors qu'elle réalisait qu'elle avait complètement perdu. C'est du chantage, ce sont des conséquences. Elle est restée assise en silence pendant plusieurs minutes, traitant ses options limitées. Combien de temps j'ai pour décider? Tu as déjà décidé quand tu as passé 6 ans à planifier de détruire la vie d'une personne innocente. J'ai pris mon téléphone et commencé à composer. Attends, elle a dit désespérément. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police? Mais tu as dit que j'avais un choix. J'ai fait une pause, doigt planant sur le dernier chiffre. Le choix était de partir tranquillement ou d'affronter les conséquences publiquement. Tu as choisi publiquement quand tu as menacé de déposer de fausses accusations demain. Son visage est devenu cendreux, alors qu'elle réalisait que j'avais été plusieurs étapes devant elle tout du long. Tu vois, pendant que tu construisais un faux dossier contre moi, je construisais un vrai dossier contre toi. Journaux d'appel, dossiers financiers, journaux de communication, déclaration de témoins du détective privé que tu as engagé, témoignages des avocats que tu as consultés. Ils ne témoigneront pas contre moi. Ils témoigneront de ce que tu leur as dit, qui était que tu voulais construire un dossier contre un mari abusif qui cachait des actifs. Quand ils découvriront que les 2 revendications étaient fabriquées, ils deviennent des témoins de ta fraude. J'ai fini de composer le numéro. La différence entre ton plan et le mien, j'ai dit pendant que le téléphone commençait à sonner, c'est que tout dans mon dossier est vraiment arrivé. La police est arrivée en 15 minutes. 2 officiers, professionnels et minutieux, qui ont écouté ma déclaration et été examiner les preuves que j'avais préparées. L'enregistrement était assez accablant. Mais ce qui a scellé son sort, c'était la piste papier qu'elle avait laissée derrière, les factures du détective privé, les consultations d'avocats, le carnet plein d'observations fabriquées, l'historique du navigateur documentant sa recherche sur les stratégies d'allégations fausses. Elle a essayé de prétendre que je l'avais manipulé dans la confession, que l'enregistrement était sorti de son contexte, qu'elle avait parlé hypothétiquement. Mais les preuves étaient accablantes et méthodiques. Les officiers l'ont arrêtée pour conspiration pour commettre une fraude, tentative d'extorsion et conspiration criminelle. Pendant qu'il lui lisait ses droits, elle m'a regardé avec un venin pur. Ce n'est pas fini. Elle a sifflé pendant qu'il la menottait. En fait, si. Les procédures légales ont avancé plus vite que je ne m'y attendais. Son avocat a essayé de négocier un plaidé coupable. Mais le procureur n'était pas intéressé. Le dossier était trop clair et les crimes potentiels trop graves. Pendant la phase de découverte, encore plus de preuves ont émergé. Elle avait été en contact avec d'autres femmes qui avaient utilisé avec succès de fausses allégations dans des procédures de divorce. Elle avait recherché mon horaire de travail pour planifier le timing optimal pour déposer des ordonnances restrictives. Elle avait même regardé dans des polices d'assurance vie et ce qui se passerait si je mourais dans des circonstances suspectes. L'étendue complète de son plan était plus vaste que je ne l'avais réalisé initialement. Ce n'était pas juste une fraude au divorce. Elle explorait plusieurs scénarios pour détruire ma vie, selon lequel serait le plus profitable. Son procès a duré 3 jours. L'accusation a présenté un dossier méthodique montrant préméditation, calcul et intention de commettre plusieurs crimes graves. La défense a essayé de la peindre comme une femme désespérée piégée dans un mariage abusif. Mais ce récit s'est effondré quand ils ont joué l'enregistrement de sa confession. J'ai planifié ça depuis notre 2e anniversaire. Sa propre voix a dit au jury. J'attendais juste le bon moment pour appuyer sur la gâchette. Le jury a délibéré moins de 2 heures. Coupable sur tous les chefs, le juge l'a condamné à 18 mois de prison.
3 ans de probation et restitution pour les frais légaux. Elle a aussi reçu une ordonnance restrictive permanente interdisant tout contact avec moi. Pendant que le huissier l'emmenait, elle s'est retournée une dernière fois. La rage dans ses yeux avait été remplacée par autre chose. La réalisation que son plan de 6 ans n'avait pas seulement échoué, mais avait résulté en la destruction complète de sa propre vie au lieu de la mienne. Le divorce a été finalisé pendant qu'elle était en prison, sans contestation. Division minimale des actifs, exactement ce que je lui avais offert initialement. La différence était que maintenant, elle avait un casier judiciaire et j'avais une documentation complète de son comportement frauduleux. 6 mois après sa condamnation, j'ai reçu un appel du détective Martinez qui avait travaillé sur son dossier. Je pensais que vous devriez savoir, nous avons eu 3 autres hommes qui se sont présentés avec des histoires similaires sur votre ex-femme. Apparemment, vous n'étiez pas sa première cible. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle avait fait ça avant. Tactique différente. Mais stratégie de base, la même. Utiliser de fausses allégations pour détruire des hommes financièrement et légalement. Il s'est avéré qu'elle avait été mariée 2 fois avant moi. Les 2 mariages s'étaient terminés avec des accusations d'abus qui avaient été prouvées fausses plus tard. Mais pas avant que les réputations et finances des hommes ne soient détruites. C'est ce qu'on appelle une victime professionnelle, a expliqué le détective Martinez, quelqu'un qui utilise le système légal comme une arme pour gain financier. Combien de vies a-t-elle ruiné? On enquête encore, mais au moins 4 hommes sur les 12 dernières années. Vous êtes le premier qui l'a vu venir et l'a documenté correctement. Les mots du détective m'ont resté en tête pendant des semaines. Pour les autres hommes qui avaient eu leur vie détruite par quelqu'un qu'ils faisaient confiance, quelqu'un qu'ils avaient marié et aimé, j'avais eu de la chance, j'avais reconnu le schémato et avais les ressources pour contre-attaquer. Mais combien d'autres hommes étaient là dehors? Pris au dépourvu par des partenaires qu'ils n'avaient jamais soupçonnés d'un tel calcul, 1 an plus tard, j'ai témoigné à une audience législative sur la fraude aux fausses allégations et le besoin de peines plus fortes. Mon dossier était devenu une sorte de référence utilisée dans la formation des forces de l'ordre et l'éducation légale. Le procureur qui avait géré son dossier m'a dit après que ma documentation et ma collecte de preuves avaient été les plus approfondies qu'il ait vues en 20 ans de pratique du droit. La plupart des gens ne réalisent pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il a dit « Vous n'avez pas seulement vu ça venir. Vous avez construit un dossier blindé pendant qu'elle construisait encore le sien. 2 ans après sa condamnation. Je suis tombé sur son ancien détective privé dans un café. Il m'a reconnu et est venu s'excuser. Je veux que vous sachiez, quand elle m'a engagé, je pensais aider une victime d'abus financiers. Il a dit « Je n'avais aucune idée qu'elle fabriquait tout. Comment auriez-vous pu savoir ?» C'est justement ça. J'aurais dû savoir. Avec du recul, l'histoire ne tenait pas debout. Mais elle était convaincante et je voulais aider quelqu'un que je pensais victimiser. Il m'a dit qu'il avait changé ses pratiques professionnelles après mon dossier, implémentant des procédures de vérification pour éviter d'être utilisé dans des schémas frauduleux à nouveau. Vous avez sauvé ma carrière en exposant ce qu'elle faisait. Si elle avait réussi, j'aurais été un complice involontaire dans la destruction d'une personne innocente. 3 ans plus tard, elle a été libérée de prison. J'ai reçu une notification par les services aux victimes, avec confirmation que l'ordonnance restrictive restait en vigueur. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle, mais j'ai entendu parler d'elle. Elle a déménagé dans un autre État, changé de nom, et en 6 mois, s'était remariée avec un autre homme. Un homme d'affaires prospère, récemment divorcé, cherchant de la compagnie. J'ai débattu si je devais le prévenir, mais mon avocat m'a conseillé contre « Vous avez fait votre part ». Il a dit « Vous ne pouvez pas sauver tout le monde ». Pourtant, j'espérais qu'il était plus intelligent que je ne l'avais été initialement. J'espérais qu'il reconnaîtrait les signes si elle commençait à poser des questions innocentes sur ses finances. Aujourd'hui, 5 ans après son arrestation, je suis remarié à quelqu'un qui me demande comment s'est passée ma journée. Pas sur mes comptes bancaires. Quelqu'un qui est intéressé à construire une vie ensemble, pas à documenter mon comportement pour l'utiliser contre moi plus tard. L'expérience m'a changé de façon que je découvre encore. Je suis plus prudent, plus observateur, plus protecteur de ma vie privée et de mes actifs, mais je ne suis pas cynique. J'ai appris que la confiance n'est pas de croire quelqu'un sans question. C'est de faire attention à si les actions de quelqu'un s'alignent avec ses mots sur le temps. Et j'ai appris que les prédateurs les plus dangereux ressemblent souvent exactement aux personnes en qui vous êtes censé pouvoir faire confiance le plus. 7 questions innocentes. C'est tout ce qu'il a fallu pour qu'elle pense pouvoir détruire ma vie. Mais une question bien timed de ma part l'a mise derrière les barreaux à la place. Parfois la justice n'est pas sur ce qui vous arrive, c'est sur ce que vous empêchez d'arriver aux autres, que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt!